Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour un chapitre sur les formules qui permettent de calculer pi et qui permettent d'obtenir les décimales de pi, si possible, le plus rapidement possible, avec un ordinateur bien sûr. Alors il y en a des dizaines, on va en voir des... Donc on vient de voir cette formule qui aurait été démontrée par Leibniz, qui a été démontrée par Leibniz au XVIe siècle. Il a aussi démontré cette formule-là, qu'on va voir tout de suite. Si je prends la somme partielle d'ordre 2n plus 1, donc j'ai ça, et je peux l'écrire en la groupant 2 par 2, et ça me fait des choses comme ça, avec des termes qui sont en A, 1 sur 4k plus 1, moins 1 sur 4k plus 3. D'accord? Voilà. Et quand je calcule ça, ça fait, en mettant le même dénominateur, ça fait ça. Et donc, j'obtiens que la limite, comme la limite de Sn est égale à pi sur 4, celle-là va être égale aussi à pi sur 4, donc en divisant par 2, que pi sur 8 est égal à la somme de k égale 0 à plus l'infini des 1 sur... Voilà, ça c'est une série convergente, en termes général, il y a des k au carré. Donc ça c'est une formule due à Leibniz. Bon, elle n'est pas plus intéressante que l'autre. D'abord, la convergence va rester lente, on va voir. Parce que si je prends le reste d'ordre n, donc ça part de n plus 1, eh bien je vais trouver ça, parce que, oui, je suis obligé de diviser par 2, parce qu'en mettant le même dénominateur, ça fait 2. Donc ça fait 1,5 de limite quand p tend vers plus l'infini, de somme de n plus 1 à n plus p des 1 sur 4k plus 1, moins 1 sur 4k plus 3. Ça va commencer à 4, 4k plus 1, la première valeur qu'il va prendre, c'est 4n plus 5. Donc ici, je vais mettre des moins 1 puissance 4 sur 2k plus 1, et comme je veux commencer à 4n plus 5, ben je mets ici 2 fois 2n plus 2 plus 1, ça fait bien ça. Et je vais finir à 1 sur 4n plus 4p plus 3, et donc là je vais mettre ça. Parce que ça me fera bien 2 fois ça, c'est-à-dire 4n plus 4p plus 2 plus 1, 3. Et ce reste ici, il est inférieur ou égal à 1,5, ben oui, j'ai toujours le 1,5. Et là, je prends le terme en 2n plus 3, donc 1 sur 2 facteur de 2n plus 3 plus 1, qui me fait de 4n plus... si c'est un 7, et multiplié par 2, donc ça fait ça. Et je vois bien que la convergence est lente, parce que c'est encore du lambda sur n. Donc, et puis en plus, le défaut, c'est que ces termes-là, à cause de ce produit, sont plus compliqués à calculer que ces termes-là. Donc en fait, on va pas prendre cette formule-là pour calculer des décimales de pi. On aborde maintenant la question des calculs des décimales de pi. Alors, on va d'abord l'aborder avec cette formule. Alors, ce n'est pas la bonne, hein, la formule de Leibniz, parce qu'on va voir on sait déjà qu'elle converge très lentement, mais comme elle est relativement simple, elle va me montrer un petit peu toutes les problématiques pour calculer comme ça une approximation d'une série entière, donc infinie. Donc on va le calculer en calculant une somme finie, bien sûr, où Vn est une approximation de Un. Pour avoir C décimales, on fait les calculs en remplaçant C par quelque chose d'un peu plus grand, par exemple C plus 1 ou C plus 5. Et on approxime Un par Vn à 10 puissance moins C moins K près, K étant supérieur à 1. On a une égalité triangulaire, et comme là les moins 1 puissance n en valeur absolue font 1, on peut dire que c'est inférieur ou égal à ça, plus la somme de 0 à p des valeurs absolues de Un moins Vn. Et pour avoir ça inférieur à 10 puissance moins c, on peut prendre les deux là, inférieur à 10 puissance moins c moins 1. Alors, pour avoir... alors, ça c'est une série alternée. Donc, ça c'est inférieur au premier terme négligé qui est 4 sur 2p plus 3. Et on veut que ça soit inférieur à 10 puissance moins c moins 1, ce qui marche quand on prend ça. C'est-à-dire quand on peut prendre par exemple p supérieur à 2
fois 10 puissance c plus 1. Mais même si on prend ça, de toute façon, la différence est négligeable. Et ça, c'est déjà un nombre énorme, hein, puisque c'est de l'ordre de ça. Il faut bien voir qu'ici, si je demande par exemple 10 décimales, 10 puissance 11, ça fait déjà un nombre considérable. Donc ça veut dire que, et x2, il va falloir calculer un nombre considérable de termes. Et même avec un ordinateur très puissant, on ne va pas y arriver. Et c'est pour ça qu'on n'utilisera pas cette formule pour le calcul des décimales de pi. Bon, mais je continue quand même pour montrer un petit peu les problématiques et les méthodes qu'on va employer avec les autres formules, qui elles permettront de calculer les décimales de pi. Pour avoir ça, eh bien, comme on veut avoir ça, et qu'il y a p plus un terme, il suffit d'avoir ça. Ce qui veut dire qu'on peut prendre k supérieur à 1 plus log de p plus 1. U0 est égal à 4. Je regarde les premiers termes, les deux premiers sont supérieurs à 1, puis ensuite sont tous inférieurs à 1. Ça équivaut à dire ça. On détermine la partie entière en de 10 puissance c plus k un, c'est-à-dire de ça. Et donc on a ça. Et donc on va prendre Vn égale En multiplié par 10 puissance moins c moins k. Comme ça, on aura ça. D'accord? Et donc on aura tout ce qu'on voulait pour avoir ça inférieur à 10 puissance moins c. Donc on affichera 10 puissance c, pi à peu près égal à ça. Alors par précaution, on va calculer le nombre c de décimales, mais on va en calculer plus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va calculer c plus 1, c plus 5. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une suite de 9 à la fin. Et donc là, on remarque que si x et y vérifient ça, il n'est pas certain que x, y ait les mêmes que première décimale à cause des 9. Exemple, si je prends ces deux nombres-là, eh bien, ils n'ont pas les deux premières décimales. Voilà. Donc, il faut retenir de ça la méthode pour calculer les décimales de pi. Mais par contre, on ne va pas retenir cette formule pour calculer les décimales de pi à cause de ça. Il faudrait aller calculer un nombre considérable de termes. Et ça, on ne veut pas le faire. Alors, nous allons un peu améliorer notre technique pour calculer les décimales de pi avec la formule de Machin, qui est un mathématicien du XVIIIe siècle, début du XVIIIe. Et d'ailleurs, ça me permet de rectifier une erreur que j'ai faite avant, en parlant de Leibniz. Il est aussi du XVIIIe siècle, évidemment. Alors, cette formule, elle dit ça. Donc, j'ai posé U égale arc tangente 1 cinquième, V égale arc tangente 1 sur 239, et j'applique tangente de U égale tangente 2 tangente U sur 1 moins tangente carré U. Alors ça, je peux le faire à chaque fois qu'ici, ça ne s'annule pas. Et donc là, j'ai l'assurance qu'à ce moment-là, de pi est différent de pi sur 2 plus k pi. Donc ça donne ça. Et je peux calculer tangente 4U aussi. Si ça ne s'annule pas, bah, ça ne va pas s'annuler, hein, puisque la tangente carré n'est pas égale à 1. Et donc, j'obtiens ça. Pas de problème. Et tangente 4U moins V, bah, j'applique tangente A plus B égale tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Et donc tangente A moins B égale tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A tangente B. Donc ça me fait ça, qui est égal à 1 puisqu'il y a les mêmes dénominateurs et que 120 fois 239 moins 119 est égal à 119 fois 239 plus 120 parce que si je fais passer 120 de l'autre côté, 238 fois 120 est égal, et si je fais passer 119 de l'autre côté, à 119 fois 240, vu que là ça double et là ça double. Donc 4U moins V va être égal, puisque sa tangente est égale à 1, à pi sur 4 plus k pi, k appartenant à z. Arc tangente x est inférieur ou égal à x pour x appartenant à 0 plus infini, car si f de x égale arc tangente x moins x, sa dérivée est égal à ça, et ça nous fait moins x2 sur 1 plus x2 qui est négatif. Donc f est décroissante, donc f de x est inférieur ou égal à f de 0 qui vaut 0. Donc 4u moins v
qui est inférieur ou égal à 4u, évidemment, hein, puisque v est positif, est égal, et ça c'est 4 arc tangente 1 cinquième, donc c'est inférieur ou égal à 4 cinquièmes, donc à 1, et 1 c'est inférieur à pi sur 2, donc 4u moins v est inférieur à pi sur 2. De plus, arc tangente est croissante sur 0 plus infini, donc arc tangente 1 cinquième est supérieur à arc tangente 1 sur 239, qui est positif, et donc 4 fois ça va être aussi supérieur à ça. Et donc 4u moins v va être positif et inférieur à pi sur 2. Mais il doit être égal à pi sur 4 plus kpi, donc k va forcément être égal à 0. Ce qui va me donner 4u moins v est égal à pi sur 4. Pourquoi? Parce que si k est supérieur ou égal à 1, je vais trouver 4u moins v qui est supérieur à pi. Et si k est inférieur à 0, donc inférieur ou égal à moins 1, je vais trouver que ça c'est négatif, 4u moins v négatif, or je sais qu'on a ça. Donc ça y est, j'ai prouvé que 4 arc tangente 1 cinquième moins arc tangente 1 sur 239 est égal à pi sur 4. Et en multipliant par 4, j'obtiens donc le résultat suivant qui me permet de calculer pi. Quel est l'intérêt? Arc tangente x, il se calcule comme ça, on l'avait déjà vu, et on majeure l'écart entre arc tangente x et la somme d'ordre p par le premier terme qu'on néglige, c'est-à-dire celui-là. Et ça, on veut que ça soit inférieur à 10 puissance moins c si on cherche c décimales. Alors comme on a des x égale 1 sur t ici, hein, avec t égale 5 ou 239, il suffit que, bon, pour avoir ça inférieur à ça, il suffit d'avoir ça inférieur à ça, donc il suffit d'avoir ça. C'est-à-dire, en prenant les logarithmes décimaux, moins 2p plus 3 log de t est inférieur ou égal à moins c, ce qui me donne 2p plus 3 supérieur ou égal à c sur log de t, d'accord? Parce que le log de 5 et le log de 239 sont évidemment positifs. Alors ça me donne quoi? Pour t égale 5, ça me fait 7154 termes à calculer, ce qui est déjà pas mal, hein, mais c'est beaucoup moins qu'avant, avec la formule de Leibniz. Et alors ça c'est pour 10 000, hein, c'est pour avoir 10 000 décimales. Et pour 239, alors là il y a une nette amélioration puisque je suis à 2103. Donc ce qu'on va essayer, c'est encore d'améliorer un petit peu la formule. En fait, il y a des tas de formules maintenant qui dérivent de ces formules de machin, avec des arcs tangentes, alors avec des sommes à au moins 2 termes, mais ça peut être 3, 4, 5 termes. Et l'essentiel, c'est d'avoir des arcs tangentes de 1 sur quelque chose qui est plus grand que 5. D'accord? Et on va en voir comme ça au moins une, mais on donnera les autres sans démonstration. Remarque, pi sur 4 égale arc tangente 1,5 plus arc tangente 1 tiers, c'est aussi une formule de machin. Hein. A, si je pose A, je vais en donner deux démonstrations, une par calcul et une géométrique. Si je pose A et B, tangente A plus B qui est égale à ça, et donc j'obtiens facilement 1. Donc A plus B est égal à pi sur 4 plus kpi. Et comme A et B sont entre 0 et pi sur 4, A plus B doit être entre 0 et pi sur 2, ce qui fait que K est forcément égal à 0 et on obtient le résultat. Par la méthode géométrique, on a cet angle plus celui-là qui est égal à celui-là. Celui-là qui fait pi sur 4, c'est AOC. Alors celui-là, sa tangente, c'est, puisqu'on est dans un triangle rectangle, alors on a des carrés de 1 là, partout, des demi-carrés de 1. Sa tangente c'est AB sur OA, donc ça fait un tiers, et donc ça veut dire que A fait arc tangente un tiers. Alors OB, lui, il mesure, je fais Pythagore, hein, c'est racine de 3 carrés plus 1 carré, c'est racine de 10, BC c'est racine de 2, puis là c'est 2 racines de 2. Donc je constate que OB carré qui vaut 10 est égal à BC carré qui vaut 2 plus OC carré qui vaut 8, donc le triangle OBC est rectangle en C, et donc la tangente de cet angle B va être égale à BC sur OC, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 racines de 2 qui vaut 1,5. Donc B égale arc tangente 1,5. Donc après, quand je fais A plus B égale pi sur 4, ça me fait arc tangente 1 tiers plus arc tangente 1,5 égale pi sur 4. Voilà.
avec la suite de Fibonacci, on peut trouver aussi des formules du genre machin. Donc la suite de Fibonacci définie par U0 égale 0, U1 égale 1, et la relation de récurrence UN plus 2 est égale à UN plus 1 plus UN. Donc on a des formules de machin, et on montre... alors je ferai ça dans le chapitre consacré aux suites de Fibonacci. Je pourrais le faire ici, c'est vrai, mais je le ferai là-bas. On montre que pi sur 4 est égal à la somme, pour k égale 1 à n-1, des arctangentes de 1 sur u de k plus 1, plus arctangente de 1 sur u de n, pour n supérieur ou égal à 2. Démonstration, pour n égale 2, ça nous fait un seul terme ici, c'est arctangente de u3, 1 sur u3, pardon, plus ici arctangente de 1 sur u4, qui doit être égal à pi sur 4, et quand je calcule les termes de la suite de Fibonacci, eh bien, le premier, alors U2, il est égal à 1, U3, il est égal à 2, d'accord? Donc ça fait un demi, et puis U4, il est égal à 2 plus 1, c'est-à-dire 3, donc ça fait arctangente de 1 tiers, et je retrouve en fait cette formule. Hein. Voilà, donc une troisième démonstration. Pour n égale 3 maintenant, bah là il va y avoir deux termes, donc ça va faire arctangente de 1 sur U3, plus arctangente de 1 sur U5, plus arctangente de 1 sur U6 ici. Alors bah, U3, j'en ai déjà parlé, il est égal à 2. U3 il est égal à 2. U5, alors j'ai plus en tête tous les calculs, mais U5 il va être égal à 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Et donc arctangente à un cinquième. Et puis U6, c'est U5 plus U4. Alors U5 plus U4, je ne sais plus ce que ça fait, mais ça doit faire 8. Et donc ça fait arctangente de 1 sur 8. Voilà. Et donc ça me fait pi sur 4 égale donc arctangente de 1 demi plus arctangente de 1 cinquième plus arctangente de 1 sur 8. Alors vérification. Si je prends la tangente de tout ça, je vais d'abord calculer la tangente de ces deux-là. J'appelle ça ABC. Tangente de A plus B, c'est 1 demi plus 1 septième, plus 1 cinquième, pardon, sur 1 moins 1 demi fois 1 cinquième, c'est-à-dire ça fait 7 neuvième. Et ensuite, quand je fais tangente de A plus B plus C, donc ça fait tangente de arctangente 7 neuvième, donc ça fait 7 neuvième, plus tangente d'arctangente 1 huitième sur 1 moins 7 neuvième fois 1 huitième. Donc ça, en haut, ça nous fait du 56 et 9, 65 sur 72. Et en bas, ça nous fait 72 moins 7, 65 sur 72, donc ça fait 1. Donc A plus B plus C est égal à P sur 4 plus Kpi. Mais comme A, B, C sont entre 0 et pi sur 4, A plus B plus C va être entre 0 et inférieur à pi. Donc K va être égal à 0. Et on va donc trouver que arctangente d'un demi plus arctangente dans la cinquième plus arctangente dans la huitième est bien égal à pi sur 4. Et comme ça, avec cette formule-là, on peut trouver des tas de formules de machin. Maintenant, retrouver encore d'autres formules qui vont permettre de démontrer celle-là, qui sera très performante pour calculer les décimales de pi. Formule attribuée à nous. Donc première, deuxième, troisième et quatrième. La première, avec U égale ça, V égale ça, on considère tangente U plus V, c'est pareil que tout à l'heure. Qui nous fait ça, qui nous fait ça. D'où on déduit ça. Je vais très vite. Hein. Et comme U plus V est positif et plus petit que ça plus ça, donc plus petit que 0,2, bah, K va forcément être égal à 0, parce que s'il était égal à 1, le résultat serait plus grand que pi, et s'il était négatif, le résultat serait négatif. Donc il est égal à 0, et donc du coup ça fait U plus V égale arctangente 1 cinquième, et donc la première est démontrée. Pour la deuxième, c'est pareil, avec tangente U moins V qui est égal à ça. Donc U moins V égale arctangente 17 sur 31 plus Kpi. Et comme U moins V est inférieur, alors U moins V, hein, nous sommes dans la... non, là j'étais dans la troisième, la deuxième j'ai sauté. Alors nous sommes dans celle-là ici. Hein, U moins V, c'est celle-là.
U moins V, ben, c'est inférieur à 1 sur 18, bien sûr. C'est inférieur à 1 sur 18, donc à pi sur 2. Puis c'est positif parce que comme arc tangente est croissant, ça c'est plus grand que ça. Voilà. Et donc k est égal à 0, bah, pour les mêmes raisons. Si k était supérieur ou égal à 1, on aurait U moins V qui serait supérieur à pi. Et si k était négatif, U moins V serait négatif. Alors la deuxième que j'ai oublié, c'est tangente de U qui nous fait ça. Alors évidemment, dans la deuxième, U c'est arc tangente 3 sur 41. Donc ça nous fait ça. Donc 2U est égal à arc tangente 123 sur 836 plus kpi. Et là aussi, bah, 2U il est positif, bien sûr. Il est inférieur à 2 fois 3 sur 41 qui est plus petit que pi sur 2. Donc k est égal à 0 parce que si k était supérieur ou égal à 1, toujours la même chose, 2U serait supérieur ou égal à pi. Et si k était négatif, 2U serait négatif. Donc 2U est égal à arc tangente 123 sur 836. Et c'est exactement ce qu'on voulait. La quatrième, c'est pareil avec U et V. Je vous laisse faire les calculs. Et le même raisonnement donne U plus V égale arc tangente de 3 sur 41. Si je calcule ça, on admire Gauss hein, pour trouver ça quand même. Hein. Et Ramanujan, après, on a trouvé des super compliqués aussi. Ça fait 12 arcs tangente 1 sur 18. Alors, pour le 57, ben, j'ai utilisé ça et dire que arc tangente de 1 sur 57, c'est ça moins ça. Sauf qu'il faut que je les multiplie par 8. Donc ça fait plus 8 fois ça, moins 8 fois ça, moins 5 fois ça. D'accord? Le 8 arc tangente 3 sur 41, ben, c'est 4 fois cet arc tangente de 123. D'accord? Alors après, il me reste quoi à voir? Ben, c'est pas gagné. Hein. Là, j'ai 12 moins 8, ça fait 4 arc tangente 1 sur 18. Alors je vais prendre ça. 4 arc tangente 1 sur 18, ça va faire 4 arc tangente 17 sur 331, plus 4 arc tangente de 1 sur 239. Plus ça, moins 5, voilà. Et donc là, ça me fait moins arc tangente de 1 sur 239. Et puis ça, qu'est-ce qui s'en va là? Ah bah oui, c'est ça. Arc tangente de 17 sur 331 plus arc tangente de 123 sur 836, ça fait arc tangente 1 cinquième. Mais comme ils sont multipliés par 4, ça fait 4 arc tangente 1 cinquième. Or ça, on a déjà démontré, formule de machin, que ça fait pi sur 4. Et donc on a bien pi sur 4, on a bien lambda qui est égal à pi sur 4, et donc pi sur 4 est égal à ça. Donc formule de Gauss, très intéressante, parce que là, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, on a des arcs tangents. Tout à l'heure, il y avait du 1 cinquième, là on a du 1 sur 18, c'est bien plus petit. On a du 1 sur 57, puis du 1 sur 239, donc ça va être performant pour calculer les décimales de pi. Remarque, si x est un nombre réel positif, argument de x plus i est égal à arc tangente 1 sur x. Démonstration, j'appelle θ l'argument de x plus i. Le module de x plus i, c'est racine carrée de 1 plus x2. Le cosinus θ va donc être égal à x sur racine de 1 plus x2. Le sinus à 1 sur racine de 1 plus x2. Les deux sont positifs. Et donc, il existe un θ qui appartient à 0, pi sur 2 ouvert, θ étant là un argument de x plus i. On a alors tangente θ égale 1 sur x. Bah oui, parce que c'est sinus divisé par cosinus, donc ça fait 1 sur x. Et donc θ va être égal à l'argument de 1 sur x, puisque θ appartient à 0 pi sur 2, d'où le résultat. Les formules, alors donc tout ça, on va utiliser ça pour voir une méthode qui permet de trouver les formules de machin. C'est quoi les formules de machin? C'est des formules du type n arc tangente 1 sur a, plus ou moins arc tangente 1 sur b égale pi sur 4 modulo pi, où n, a et b sont des entiers supérieurs à 1. Montrons que ça, c'est équivalent à ça. Alors pour ça, dire que ça appartient à R, si j'appelle ça Z,
ça équivaut à dire que l'argument de z égale kpi. C'est-à-dire n argument de a plus i, plus ou moins, alors là je mets plus ou moins, hein, et je ne fais pas de démonstration, hein, je les fais en même temps, plus ou moins argument de b plus i, moins pi sur 4 égale kpi. Mais ça c'est argument de a plus i, on a vu que c'était argument de, c'est arc tangente de 1 sur a, donc ça fait n arc tangente de 1 sur a, plus ou moins n arc tangente de 1 sur b, est égal à pi sur 4 modulo pi, d'où le résultat. Par exemple, si je prends a égale 5, b égale 239 et m égale 4, eh bien je vais étudier ça. Donc là je suis dans le cas moins 1. Hein. 5 plus i à la puissance 4 sur 239 plus i. Alors je fais 5 plus i au carré d'abord, hein, puis après je calcule le carré, je multiplie par le conjugué. Bon, c'est un gros calcul et je trouve 2 racines de 2 exponentielle et pi sur 4. Donc en fait ça, c'est égal à 2 racines de 2 qui appartient à R. Donc 4 arc tangente 1 sur 5 d'après ce que j'ai vu avant, moins arc tangente 1 sur 239 égale pi sur 4 modulo pi. Bon, on a déjà fait ensuite ce genre d'argument pour démontrer, hein, puisque ça va être ça plus kpi. On démontre que k est égal à 0. Pourquoi? Parce que selon arc 1 sur 239, arc tangente 1 sur 239, il est plus petit que arc tangente 1 sur 5. Donc ça c'est positif. Et puis c'est plus petit que 4 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi. Et donc on est obligé de prendre k égale 0, parce que si k était supérieur ou égal à 1, on trouverait un résultat plus grand que pi. Si k était négatif, un résultat négatif. Donc on a cette égalité, donc la formule de machin. Exercice 2. Même chose, mais cette fois-ci en prenant m égale 1, a égale 2, b égale 3, et en étudiant 2 plus i, alors là on est dans le cas plus 1, 3 plus i, et ça en développant on voit que ça fait 5, 1 plus i, donc ça nous fait 2 plus i, 3 plus i, exponentielle moins i pi sur 4 égale 5 racine de 2 qui appartient à R, donc on a bien ce résultat. Alors là aussi, k est égal à 0, pourquoi? Parce que les deux arcs tangentes sont inférieurs à pi sur 4, hein, puisque c'est inférieur à 1, et puis ils sont positifs, donc cette somme est positive inférieure à pi sur 2, donc si on prenait k supérieur ou égal à 1, on trouverait un résultat plus grand que pi sur 2, et pour k négatif, un résultat négatif, donc k est égal à 0, et on a ça. Troisième exemple, m égale 2, a égale 2, et b égale 7, mais cette fois-ci avec moins 1, donc on calcule ça. 2 plus i au carré, ça fait ça, divisé par 7 plus i, multiplié par 7 moins i, ça fait 50, et on trouve 1 plus i sur 2. Autrement dit, 2 plus i au carré, 7 plus i à la puissance moins 1 exponentielle moins i pi sur 4, ça va nous faire racine de 2 sur 2 qui appartient à R. Donc ça, c'est égal à pi sur 4 plus kpi, mais le x en question, il est positif parce que arc tangente 1 sur 7 est plus petit que arc tangente 1,5. Et puis ça c'est inférieur à ça, 2 arc tangente 1,5, c'est-à-dire à 2 fois pi sur 4, qui fait pi sur 2. Donc on est obligé de prendre k égale 0 pour les mêmes raisons que précédemment. Et on obtient donc 2 arc tangente 1,5 moins arc tangente 1 septième égale pi sur 4. Alors on peut noter que en doublant ça et en faisant une soustraction, ça nous fera 2 arc tangente 1 tiers moins moins, c'est-à-dire plus arc tangente 1 septième, qui est égal à pi sur 2 moins pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4. Alors là aussi, cette formule, on peut la démontrer directement en calculant 3 plus i au carré multiplié par 7 plus i, et on verrait que ça multiplié par exponentielle moins i pi sur 4, c'est un nombre réel, et donc ça permettra de conclure. Quelques mots pour dire comment on va programmer le calcul des décimales de pi, et de beaucoup de décimales, hein, parce que moi sur mon ordinateur je suis allé à 1 million, à partir de cette formule de machin, sachant qu'il y en a des plus performantes que ça. Alors, j'ai cette formule, donc j'appelle A1, A2, A3 les arcs tangents, B1, B2, B3 leurs approximations à 10 puissance moins n près, et j'ai cette inégalité triangulaire qui va nous donner
que si chacun des termes AN moins BN en valeur absolue est inférieur à 10 puissance moins n, total j'ai 100 termes, et donc ça va être inférieur à 10 puissance moins n plus 2. Et ce que je veux, moi, c'est avoir C décimales à la fin. Donc, on voit qu'on va en calculer déjà C plus 2 décimales de chaque arc tangente. Alors, en fait, on aura, par sécurité, on en calculera un peu plus. Bon, alors les arcs tangentes, c'est ça. Hein. Donc, on va calculer la somme de 0 à P, parce qu'on ne peut pas calculer la somme de 0 à l'infini. Et pour chaque UN, on va prendre une approximation à 10 puissance moins C moins K près. Donc C, c'est le C plus 2 ou le C plus 5. Hein. Donc arc tangente 1 sur A moins ça, c'est inférieur ou égal, tout ça c'est une inégalité triangulaire. Là, j'ai une série alternée, donc ça c'est inférieur au plus petit, au premier terme négligé, donc celui-là. Et puis là, j'ai la somme des 0 AP des UN moins VN, parce que valeur absolue de moins 1 est égale à 1. Pour avoir un, alors on va rendre, pour avoir ça inférieur à 10 puissance moins C, on va se débrouiller pour que ça, ce soit inférieur à 10 puissance moins C moins 1, et ça aussi. Alors, pour avoir ça, il suffit de prendre ça, et pour avoir 2, il suffit de prendre ça, d'accord? Attention, hein. Il suffit, non, là c'est équivalent, mais il suffira de prendre ça. Et pour avoir ça, eh bien ça, comme il y a P plus un terme, ça fait, il suffit d'avoir ça. Bon, ça équivaut à dire que P plus 1 est inférieur à 10 puissance K moins 1, donc K, je prends le logarithme décimal, est supérieur à 1 plus log de P plus 1. Voilà. Alors, dans l'ordre, qu'est-ce qu'on va faire? On demande à l'opérateur combien il veut de décimales. On rajoute 2 ou 5, donc on change le C. Et puis, pour avoir 3, alors, on fait le calcul pour ça, pour 1 sur 18, ce que je vais appeler A. Ensuite, A égale 57, et puis A égale 239. Donc, pour chacun. Donc, par exemple, pour 18, je vais prendre P supérieur à C plus 1 sur 2 log de 18. Pourquoi? Parce que si je veux avoir 2P supérieur à ça, il suffit tout simplement d'avoir 2P supérieur à ça. Donc, je vais prendre ça. Voilà. Et puis, une fois que j'aurai choisi ça, je vais prendre K supérieur, alors ça vient de là, à 1 plus log de P plus 1. Donc, je détermine d'abord le nombre de termes que je calcule dans la somme de ma série. Et puis ensuite, je trouve K, c'est-à-dire combien de décimales je dois avoir en plus de celles que je veux. Voilà. Donc, pour ce calcul-là, on peut calculer les parties entières des 10 puissance C plus K, parce que je travaille sur des entiers, hein, bien sûr, divisé par 2n plus 1 A à la puissance 2n plus 1, ou bien, pour éviter les changements de signe, on peut regrouper par 2, mais à ce moment-là, il faut s'assurer que P est en paire. Donc, on peut tester la parité de P, et éventuellement rajouter 1 pour qu'il soit impair. Puis à ce moment-là, pour M allant de 1 à 2P moins 1, de 4 en 4, en partant de U égale 0, eh bien, on va calculer U égale U plus la partie entière du premier terme qu'il y a quand je les groupe 2 par 2. Donc, ça va être un terme comme ça. Hein. Le M, il joue le rôle du 2n plus 1. D'accord? Et puis ensuite, le terme suivant, au lieu de A, ça sera A fois A au carré. Donc, j'enlève la partie entière de 10 puissance C plus K sur M plus 2 avec le nouveau A qui vaut en fait A au cube. D'accord? Voilà. En partant de U égale 0. Donc, je vais vous donner le script de toute façon sur Python. Et avec Python, sur un ordinateur, j'allais dire basique, j'ai trouvé 10 000 décimales en 0,2 secondes, 100 000 en 23 secondes, 300 000 en 4 minutes, 500 000 en 12 minutes et 1 million en 49 minutes. Et j'ai vérifié, je vérifie juste les dernières décimales, hein, à partir de listes qui sont établies et contrôlées.
Alors nous voyons maintenant une autre formule, une formule d'Euler. Il en a fait tellement qu'on ne peut pas dire la formule d'Euler. Le grand mathématicien du XVIIIe siècle, un des plus grands mathématiciens de tous les temps, peut-être même le plus grand, certains le pensent, hein. En tout cas très créatif. Et donc on a cette formule qui va permettre de calculer des décimales de pi et elle converge assez vite. Démonstration. Donc je considère cette série entière, j'applique le critère de D'Alembert, et je vois que c'est inférieur à 1 si z en module est inférieur à racine de 2. Donc rayon de convergence racine de 2, c'est infini pour z en module inférieur à racine de 2, et désormais je prends la variable réelle. Et donc je considère f de x, donc comme c'est infini, je le dérive. Hein. Alors, je dérive le premier terme qui était x et qui fait 1. Et ça fait 1, je remplace 1 par ça. Voilà. Et donc comme ça, j'ai deux parties. Là, comme ça fait 2, je le sors. Alors ici, je divise par x2 pour faire apparaître x2, pour faire apparaître en fait des n plus 1 partout. Comme ça me fera 2 sur x2, et je vais décaler de 1 le rang n, et donc ça fait somme de 2 à plus l'infini de factoriel n, x puissance 2n sur ça. Et quant à l'autre partie, eh bien l'autre partie, je vais mettre x en facteur, et donc j'ai ça. Et là, je reconnais quasiment ce qu'on m'a donné au départ, sauf qu'il manque un terme, le premier terme, hein, qui est x. Donc ça fait f de x moins x. Alors ici, c'est pareil, ça c'est la dérivée, mais il manque deux termes, le terme en 0 et en 1. Le terme en 0, c'est moins 1, et le terme en 1, c'est x2, je vous laisse vérifier. Donc on a ça, qu'on peut simplifier comme ça, et on voit que en multipliant par x2, f est solution de cette équation différentielle. Alors on avait pris x différent de 0, mais si on remplace x par 0, ici ça fait moins 2, et comme y' de 0 est égal à 1, ça marche aussi. Donc il faut résoudre cette équation différentielle, que je vais, puisque x est inférieur en valeur absolue à racine de 2, je peux diviser par x2 moins 2 et j'obtiens ça. Donc l'équation complète, et puis ça c'est l'équation homogène, qui s'intègre facilement puisque on reconnaît la dérivée du logarithme de x2 moins 2. Donc ln de valeur absolue de y égale moins 1,5 de ln de valeur absolue de x2 moins 2, parce que quand je dérive x2, ça fait 2x, plus une constante, mais x2 moins 2, 2 moins x2 est positif, puisque x en valeur absolue est inférieur à racine de 2, et donc j'obtiens ça, et donc en prenant l'exponentielle, j'obtiens ça, avec lambda qui a le droit d'être négatif, hein. Lambda est un réel. Voilà. Donc ça, c'est les solutions générales de l'équation sans second membre. Et maintenant, je fais varier cette constante pour trouver une solution particulière de l'équation complète. Et là, en multipliant par racine carrée de 2 moins x au carré, eh bien, je vais obtenir, parce que là, ça, je supprime le signe moins en mettant 2 moins x2, qui est positif, et donc ça me fait ça. Ce que je peux écrire racine de 2 sur, 2 sur racine de 2, parce que je mets le 2 en facteur, et donc ça fait ça. D'accord? Et puis là, évidemment, ça s'intègre en arc sinus de x sur racine de 2, mais en dérivant, il y a du racine de 2, et donc il faut en rajouter un ici. Et donc j'obtiens 2 arcs sinus de x sur racine de 2. Donc la solution générale de l'équation, ça va être ça, sans second membre, donc plus une solution particulière, parce qu'évidemment, je vais prendre la constante nulle. Voilà. Alors maintenant, je reviens à ma fonction f. Pour x égale 1 qui est bien inférieur en valeur absolue à racine de 2, ben, je vais dire que f de 1 est de cette forme-là. D'accord? Alors f de x, lui, f de x, faut bien voir qu'il était, le lambda est égal à 0 parce que en fait, f de 0 est égal à 0. Alors, arc sinus de 0, ça fait 0. Et donc lambda est égal à 0. Et donc, en fait, j'obtiens que f de x, il est de cette forme, et pour x égale 1, ça va me faire que f de 1 est égal à 2 arc sinus de 1 sur racine de 2. Mais arc sinus de 1 sur racine de 2, ben, c'est pi sur 4. Hein. Et donc, ça fait 2 fois pi sur 4 égale pi sur 2. Et donc, j'ai pi sur 2 égale f de 1. Quand je remplace x par 1 là-dedans, ben, ça me fait bien que ça
est égal à pi sur 2 et j'ai démontré cette fameuse formule. Nous allons voir maintenant comment la formule d'Euler, en multipliant par 2, donc écrite comme ça, va nous permettre de calculer les décimales de pi en utilisant la méthode dite de Horner, un mathématicien. Et effectivement, cette somme infinie, je peux l'écrire comme ça, où il y a comme ça un nombre infini de produits. Hein, c'est facile à vérifier, hein, ça fait 2 plus 1 tiers fois 2, plus 1 tiers de 2 cinquièmes fois 2, plus 1 tiers de 2 cinquièmes de 3 septièmes fois 2, etc. Et je retrouve bien ça. Pour avoir ces décimales, on calcule la partie entière de pi fois 10 puissance c. On va donc pouvoir écrire comme ça. Et comme dans les sommes, on va se contenter de n plus 1 terme, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au nème terme, on va poser n plus 1 égale 2 fois 10 puissance c. Et on va définir par une récurrence descendante à cause de ça, un jusqu'à un, en posant uk est égal, et donc ça vient directement de ça, à 2 fois 10 puissance c plus k, ça vient directement de ça, k sur 2k plus 1 et uk plus 1. Alors, on va démontrer d'abord que pour tout k compris entre 1 et n, on a ça. Alors c'est vrai si k est égal à n, puisque un est égal à eh bien, un est égal, je prends ma relation de récurrence, 2 fois 10 puissance c plus n sur 2n plus 1, un plus 1 qui est égal à ça, et donc ça me fait exactement ça, et c'est bien cette formule-là quand je prends k égale n, hein, c'est-à-dire qu'il y a juste n sur 2n plus 1. On suppose qu'on la suppose vraie pour tout cas compris, alors supérieur à 1 et inférieur ou égal à n plus 1, et on suppose donc, et on s'intéresse à uk moins 1, qui va être égal, toujours cette formule-là, ça, et je remplace uk par ça. Bon, je vous laisse vérifier le calcul, et il est facile de voir qu'on obtient ça, et donc que la propriété est vraie alors k moins 1, et donc elle est toujours vraie pour tout cas compris entre 1 et n. Et donc, en prenant k égale 1, bien en prenant k égale 1, je vais obtenir que u1 est égal à 2 fois 10 puissance c, facteur de 1 plus 1 sur 2, plus 1 plus 1 sur 3, plus 1 fois 2, c'est-à-dire factoriel 2 sur 3 fois 5, plus, etc., etc. Exactement ça. Et donc, je m'arrête à... je m'arrête, donc, puisque k vaut 1, à factoriel n sur 3 fois 1 fois 3 fois jusqu'à 2n plus 1. Donc, j'obtiens bien ce que je vais dire, la somme, mais jusqu'au rang n. Voilà. Donc, cette somme, je l'ai appelée Sn. Voilà, c'est ça. Donc, le calcul des UN par un ordinateur, il est facile à faire, puisque il suffit d'écrire, il va se traduire par une boucle. Hein, pour k allant de n à 1, on va partir avec u égale 2 fois 10 puissance c, comme on avait ici, on va appliquer u égale 2 fois 10 puissance c plus k sur 2k plus 1, enfin n sur 2n plus 1 si on veut, enfin non, là j'ai mis k, donc k sur 2k plus 1, l'ancien u, le u d'avant, hein, voilà, c'est ça, donc ça fait fois u. Donc on calcule une valeur approchée wk des uk en utilisant, en définissant cette suite wk de la façon suivante, wn plus 1 égale un plus 1 égale 2 fois 10 puissance c, la relation wk est égale partie entière de ça. Donc ce qui fait que ça, la parenthèse, va être égal à wk plus epsilon k qui est compris entre 0 et 1. ak c'est la différence entre uk et wk. Et pour k compris entre 1 et n plus 1, je vais avoir ak qui est égal à k. Alors j'utilise ces formules-là pour uk et puis ces formules-là pour wk. Et par soustraction, je vais obtenir ça, je vous laisse vérifier, c'est évident. Et donc ça me fait k sur 2k plus 1 à k plus 1 plus epsilon k. Une récurrence évidente me dit que tous les ak vont être supérieurs ou égal à 0 pour k compris entre 1 jusqu'à n plus 1. En effet, c'est vrai à l'ordre n plus 1 puisque
puisque AN plus 1 c'est égal à 0, vu que WN plus 1 égale UN plus 1. Et donc ensuite, ben, si je suppose que lui est supérieur ou égal à 0, comme K et 2K plus 1 le sont, et epsilon K aussi, j'obtiens que AK plus 1 supérieur ou égal à 0 implique que AK est supérieur ou égal à 0. Donc tous les AK sont vrais, sont supérieurs ou égaux à 0, d'accord, quel que soit K allant de 1 jusqu'à N plus 1. Et maintenant, on va voir quelle propriété à la suite à K. Fin de la démonstration, AK est égal à K sur 2K plus 1 AK plus 1 plus epsilon K. On avait vu que c'était positif, c'est donc inférieur ou égal à 1 demi de AK plus 1 plus 1. On a donc AN inférieur ou égal à 1, puisque AN plus 1 est égal à 0. AN moins 1 est égal à 1 demi de AN plus est inférieur ou égal à 1 demi de AN plus 1, donc 1 demi plus 1. AN moins 2 est inférieur ou égal à 1 demi de AN moins 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi de 1 demi plus 1 plus 1. Et donc ça fait ça, et par une récurrence descendante facile, AN moins K est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur 2 puissance K. En effet, si je le supposerais à l'ordre K, AN moins K plus 1 va être inférieur ou égal à ça. Je remplace et ça me fait ça. Donc, la propriété, celle-là, est vraie quel que soit K, pour K compris entre 1 et N. Et donc, j'obtiens notamment pour K égale N moins 1, A1 est égal à 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur 2 à la puissance N moins 1 qui nous fait ça. Et là, ça nous fait 1 demi, donc ça fait 2 fois ça, et donc c'est inférieur à 2. On a cette inégalité dans laquelle ça c'est inférieur à 2. Si on veut avoir ça inférieur à 10, il suffit que l'autre soit inférieur à 8. Et donc, d'après ce qu'on a vu avant, que 2 fois 10 puissance c, somme de tout ça, soit inférieure à 8. Mais cette somme-là, elle est inférieure à... Ben, je mets des 1 en haut, puis je mets plus petit en bas, c'est-à-dire je mets... plus grand en bas, je mets des 2 en bas. Comme 3 va être supérieur à 2, ben ça va être inférieur à 1 quand je passe en haut. Et donc ça me fait ici, il y a combien de termes? Ben, il y a 4 termes, hein, d'accord? Donc parce que le premier commence à 1, le dernier finit à n, enfin un k, et donc ça va faire 1 sur 2 puissance k, et donc ça je peux le rendre inférieur à cette somme, je peux la rendre inférieure à cette somme-là, et cette somme-là c'est, je factorise le premier, donc ça fait ça, et ça je sais que ça fait 2, donc ça fait 2 sur 2 puissance n plus 1, ce qui fait 1 sur 2 puissance n. Et donc il suffit de prendre 1 sur 2 puissance n inférieur à, alors je divise ici, 8 divisé par 2, ça fait 4, 10 puissance moins c, et à ce moment-là, je suis sûr d'avoir ça. Et donc, il suffit d'avoir 2 puissance n supérieur à 1 quart de 10 puissance c, et donc n supérieur à c moins log décimal de 4 sur log décimal de 2, et à ce moment-là, ça marche. Voilà. Donc on fera les calculs en prenant un petit peu de marge, en remplaçant C par C plus 2 ou C plus 4, puis on applique cette formule pour trouver jusqu'à combien de termes on doit aller, puis on calcule les termes avec notamment la boucle dont on avait parlé avant. Bon, on trouve 100 000 décimales en 2 minutes 25, 200 000 en 10 minutes, 500 000 en 1h56. Alors évidemment, c'est plus long qu'avec une des formules de machin, pourtant pas la meilleure, mais on trouve là avec machin 1 minute 40 au lieu de 10 minutes, et là on trouve 11 minutes à la place de 1h56.